commun de départ, avant de s'engager dans la lecture, en particulier dans une chose que j'aimerais faire un peu aussi ici, qui est l'explication des textes. Mais avant d'y entrer, je suis en train de faire donc un balayage du champ qui est circonscrit par les deux mots clés de ces cours. D'un côté, la question de l'affectivité, de l'affect ou de l'affectivité, et de l'autre côté, la question du sublime. Avec les deux guides, les deux textes tuteurs pour nous dans cette affaire, qui sont des textes de Kant, la critique des facultés des jugés, et de Freud, la métapsychologie. Donc nous sommes arrivés, enfin, j'espère qu'à partir d'une sorte d'exposé un peu improvisé et voyageur de la dernière fois, nous avons quand même un noyau de cours auquel il faut arriver, j'annonce pour l'instant, auquel il faudra arriver, et qui est le thème d'omniprésence non représentée. C'est ça qu'il faut penser. Qu'est-ce que c'est qu'omniprésence? Si vous regardez un peu l'étymologie, vous voyez que présence, ça veut dire être là. Être là, une présence. Donc, vous savez qu'il y a toute la grande tradition de la métaphysique occidentale, c'est une réflexion sur la présence. Ou si vous voulez, sur l'être. Mais l'être, en tant que l'être, est là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un être là dont je n'ai pas la représentation? Et cependant, je postule qu'il est là. Comment je sais qu'il est là? Si je n'ai aucune représentation, c'est-à-dire, si vous voulez, comme dira Kant, si je n'ai aucune perception de l'être là, et cependant, je suis en quelque sorte averti qu'il est là. Qu'il y a de l'être, si vous voulez, ou qu'il y a, tout simplement. Et donc, c'est cette question-là que nous avons commencé, j'ai commencé à présenter de façon générale. C'est cette présence non représentée qui est avertie par un affect, qui est un affect que Freud va appeler inconscient. C'est un affect inconscient qui est, par exemple, à travers un sentiment de joie ou un sentiment d'angoisse, averti qu'il y a de la présence, dont je n'ai pas encore, je n'ai pas pour l'instant la représentation. Et l'autre versant, c'est donc ce que Kant appelle une affection sublime, qui est, ou encore, dit Kant, un pathos. Pour désigner que cette affection, c'est une affection vigoureuse, comme il dit, un pathos sublime, qui m'avertit donc, qui est là, j'ai affaire à une présence dont je n'ai pas la représentation. Je vais gloser ça c'est l'enjeu du cours. C'est-à-dire, pas tellement de comprendre cela, mais d'éprouver cela. Si cela ne se donne que par un affect ou par une affection ou par un pathos, il faudra qu'on puisse créer des conditions pour qu'on puisse éprouver une présence dont on n'a pas la représentation. Ça, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle l'acte sublime, dit Kant. Donc, j'ai déjà esquissé un petit peu, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle les avant-gardes, qu'on a appelé les avant-gardes au XXe siècle. Question de savoir, c'est fini les avant-gardes ou pas. Il y a un très bon théoricien allemand, mais dont on peut, n'est pas, dont les thèses peuvent susciter une critique, qui s'appelle Peter Burger. Peter Burger, qui a écrit un texte qui est une théorie de la post-avant-garde. Donc Burger,
prétend que les avant-gardes, c'est une chose derrière nous. Donc, si les avant-gardes sont derrière nous, qu'est-ce qu'il y a, où en est-on aujourd'hui par rapport à l'art et par rapport à la sensibilité artistique? Donc, c'est un thème que vous trouverez élaboré, mais pas sous cette forme-là, parce qu'il prétend que les avant-gardes continuent. C'est un thème que vous trouverez chez les derniers écrits de Jean-François Lyotard. En particulier les écrits de Lyotard autour du thème d'un après sublime. Mais cet après sublime, c'est encore du sublime. Mais disons d'un sublime postmoderne. Vous savez que Lyotard, c'est peut-être le seul, en tout cas un des rares, qui a essayé de donner une consistance au concept de postmodernité. Mais s'il y a quelque chose de philosophique dans la postmodernité, s'il y a une détermination philosophique de la postmodernité, elle passe par la question du sublime. Elle passe par la question du sublime. Et la question du sublime, même s'il y a un sublime de l'après-sublime, c'est-à-dire un sublime qui n'est plus un sublime romantique, un horizon perdu ou un âge d'or perdu, mais c'est un sublime qui s'inscrit à même les œuvres, même s'il y a donc un autre sublime. Lyotard, à la différence des Bürger, soutient donc qu'il y a encore des avant-gardes et que s'il y a encore un art dont on peut atteindre, c'est de l'art qui relève d'une axiomatique qu'on appelle l'axiomatique des avant-gardes, dont l'essentiel est dans l'esthétique des Kant. Voilà, je vous donnerai ça dans la bibliographie, mais ce texte de Lyotard, donc les textes de Pétersbourg, les grands textes classiques après des articles autour, s'appellent Théorie de l'avant-garde, avec cette question sur la post-avant-garde. Et l'ensemble des textes de Lyotard là-dessus sont dans un petit livre au titre faussement modeste, qui est les postmodernes expliqués aux enfants. Les postmodernes expliqués aux enfants. Et vous trouverez aussi dans l'autre livre de Lyotard qui s'appelle L'inhumain, en particulier un article sur l'après-sublime. Donc deux élaborations, c'est juste pour que vous voyez que cette question-là, elle concerne quand même la question de notre actualité, et en tout cas notre contemporanéité aujourd'hui. Tout ce qui est de la condition artistique, de la condition de la sensibilité aujourd'hui, qu'on appelle, époque qu'on appelle à tort, à raison, postmoderne. Là-dessus, je voudrais gloser d'une autre façon encore à la présence non représentée pour ceux qui étaient là l'année dernière, ça sera clair, mais je pense que ça doit être clair pour ceux qui viennent d'arriver aussi. C'est que cette présence non représentée, elle correspond exactement à ce que Marcel Proust, dans l'ouverture de la recherche de temps perdu, à l'ouverture au seuil de la recherche, les 40 premières pages, Marcel Proust appelle quelque chose qui n'est pas. Souvenez-vous, je rappelle le contexte, ceux qui ont travaillé avec moi, ils le connaissent par cœur. Marcel, c'est la célèbre expérience de la saveur, mais c'est un prototype très important. Le jeune Marcel goûte un peu de thé avec des miettes de la célèbre Madeleine. Dès que ces bols touchent le palais, c'est l'affaire des touches sur laquelle il va beaucoup parler, il y a une touche, comme ça touche le palais, cette sensation suscite un sentiment. Et ce sentiment est incommensurable avec quelques miettes de gâteau, c'est un sentiment de plaisir fou. C'est un plaisir extraordinaire, et il va parler de félicité aussi. Ce plaisir extraordinaire, qui est incompréhensible, avertit donc que là, il est face à quelque chose qui n'est pas encore. Face à quelque chose qui n'est pas encore, c'est encore évidemment, c'est l'espérance, c'est l'espoir que cette chose puisse prendre une forme. Donc l'esprit est face à quelque chose qui n'est pas. Quelque chose, quand on dit quelque chose, c'est quelque chose qui est.